passe sur une île, donc, qui s'appelle Nomade, où tous les habitants de l'île, ils ont en fait un départ qui est programmé de l'île à l'équivalent de 50 ans pour nous. Parce que tous les ans, il y a un gong qui sonne, et à 50 gongs, ils doivent prendre un bateau et partir. Et sur cette île, il y a une autre règle, c'est que le travail n'est pas obligatoire, ils ont tout ce qu'il faut pour exister. Ça veut dire qu'ils ont un, une habitation, ils ont des vêtements, ils ont de la nourriture, et s'ils veulent travailler, ils peuvent le faire, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si toi, demain, tu veux récolter des fleurs dans ton jardin pour faire des bouquets et les vendre aux autres, tu peux, parce qu'il y a une sorte de revenu universel qui existe. Donc, un petit peu un système un peu communiste avec un système capitaliste en parallèle. On peut vivre toute sa vie de manière oisive et juste attendre son départ. Bienvenue sur Meditalks, le podcast de la prévention santé. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Meditalks le docteur Lucien Lamy, oncologue radiothérapeute exerçant au Centre de radiothérapie et de traitement des tumeurs, CRTT, de Versailles. Avec un parcours riche au sein d'institutions prestigieuses telles que Gustave Roussy, l'Institut Curie et le Centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne, il apporte une vision éclairée et multidimensionnelle sur la cancérologie. Au-delà de sa pratique clinique, le docteur Lamy s'intéresse aux enjeux éthiques et technologiques de la médecine moderne. Dans un de ses articles publiés sur OncoPlus, il explore les dilemmes soulevés par l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans les soins. Il aborde les défis de concilier l'efficacité des outils automatisés avec le rôle central de l'humain dans la prise en charge des patients et pose des questions essentielles sur l'avenir de la responsabilité médicale. Parallèlement à sa carrière médicale, Lucien Lamy est également écrivain. Après un recueil de nouvelles publiées en 2019 et 2 romans, il s'apprête à dévoiler Nomade, une dystopie captivante qui paraîtra le 11 mars prochain. Ce roman explore des thématiques universelles comme le libre arbitre et le conformisme qui font écho à ses réflexions sur l'éthique et les systèmes. Je suis ravi qu'il ait accepté mon invitation pour partager son regard unique Merci à sur toi. l'évolution de la médecine, des questions éthiques et des technologies comme l'intelligence artificielle. Lucien, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour cette présentation. Avec Moi aussi, ça me plaisir. fait chaud au cœur que tu m'as invité sur ton épisode pour parler de sujets que tu as évoqués. Eh bien, avec plaisir. Écoute, comment vas-tu? Ben écoute, ça va bien. Écoute, moi j'aime bien. J'allais parler de météo, j'allais dire malgré le froid, mais moi j'adore avoir T'aimes bien le froid et puis froid? avoir chaud aussi. Ah ouais, j'aime bien le froid. C'est Voilà, bien, c'est j'aime vrai que bien c'est être. assez rare. Certaines personnes aiment bien, mais pas tout le monde. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Parce que nous, souvent sur Meditalks, on aime bien commencer par savoir un peu d'où viennent les gens, dans quel environnement ils ont grandi, voilà, dans quel environnement familial, dans quel environnement culturel, où est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce que tu es né et voilà, ton environnement. Alors moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Je sais pas, D'accord, pour ceux qui, voilà, pour ceux qui connaissent, je suis né en Longjumeau, qui est plutôt vers le sud de Paris. Puis après, j'ai grandi dans l'ouest de Paris, à une ville qui s'appelle Suresnes. Puis j'ai fait ma faculté de médecine à Paris même. Et d'accord. donc, dans ce moment-là, j'ai déménagé dans le 15e arrondissement. Donc, c'est un arrondissement qui est un arrondissement assez résidentiel, qui est plutôt au sud aussi de Paris, au sud-ouest. Et donc, c'est là où j'ai fait, voilà, j'ai un peu vécu ma vie étudiante. Dans quel coin du Euh, 15e à- t'étais du coup? Parce que je connais un petit peu ces zones-là. le 15e, bah, du coup, j'étais proche de l'arrêt de métro Duplex. D'accord, ok, je vois, très bien. Donc, proche de la ligne 6. Voilà. Ok, la fameuse. Donc, ouais, la fameuse ligne 6, qui est agréable pour aller à la faculté de Paris 6 où j'étais. Et Paris 6, D'accord, c'était à la Petite-Salpêtrière. ok, très On bien. appelle éviter Petite-Salpêtrière Saint-Antoine. À part ça, pour mon milieu familial, donc j'ai 2 parents et j'ai 2 frères et sœurs et je suis ici l'enfant du milieu. D'accord. Donc voilà, peut-être qu'on retrouve certains traits de caractère avec les enfants du milieu. Les enfants du Alors c'est milieu, quoi si vous justement? m'écoutez, les Il enfants paraît du que c'est le milieu, rebelle, celui qui est au milieu, non? bah non, non, je sais pas. Ma femme aussi, et l'enfant du milieu, on s'entend très bien. D'accord. En fait, je pense que après, c'est peut-être une sensation, mais j'ai l'impression que l'enfant du milieu, peut-être on est entre l'aîné qui a vécu toutes les premières expériences, qui a eu beaucoup l'attention des parents, et Mhm. le petit dernier qui était le dernier pour tout et du coup qui a eu un peu plus de laisser-faire. On a un peu l'entre-deux où on essaye, on est un peu indépendant, enfin on est à la fois indépendant, à essayer de se faire voir, de se faire aimer. Je Mhm. pense qu'il y a beaucoup de ça dans l'enfant du milieu. Je pense qu'entre enfants du milieu, on se reconnaît assez régulièrement. D'accord. On n'a ni la force de caractère peut-être d'un premier, ni la détente maximale d'un petit dernier. On a un peu l'entre-deux.
Alors c'est marrant de commencer par ça parce que j'ai remarqué comme toi en fait peut-être que j'ai observé autour de moi des couples où souvent c'est les premiers de fratrie qui sont ensemble qui forment le couple ou alors les derniers qui forment aussi le couple ou Ah ceux du bon? milieu, mais C'est j'ai genre. l'impression peut-être qu'il y a une connexion effectivement et une personnalité qui est un petit peu influencée par la position dans la fratrie, je le crois moi. Je pense, moi aussi, je pense qu'il y a des études d'ailleurs qui sont parues là-dessus. J'ai pas les différents termes, mais je crois qu'il y a des chercheurs qui sont intéressés à ça, à la position dans la fratrie, dans le caractère. Hmm. Ça, mais je pense qu'après, il faut pas, il y a des biais, hein, c'est-à-dire que ça marche bien les fratries 3 où il y en a vraiment un au début, un au milieu, un à la fin. Ça marche dans les fratries 3 je pense qu'ils sont aussi proches. Ça veut Hmm. dire que si on a et si on chaque fois 10 ans d'écart, je pense que ça se joue pas du tout pareil parce que chaque enfant, Tout c'est à peut-être fait. un nouveau bébé qui a toute l'attention. Ouais, donc ma sœur, moi, elle a 15 mois de plus que moi et mon frère a 3 ans de moins, donc on est assez proches. D'accord. Oui, c'est assez proche. Et vous vous entendez bien aussi du coup? Ouais, on s'entend bien. Ouais, Ah, très bien. je considère mon frère et ma sœur, c'est la partie de mes meilleurs amis, hein. Ah, ok, je comprends très bien. Super. Parce que moi, Euh, l'amitié, pour le coup, c'est pas l'amitié pour moi avant tout, c'est des gens sur qui on a si jamais j'ai un problème, c'est des gens que je peux appeler sans problème et que je sais qu'ils seront là. Et mon ok. frère et ma sœur, je sais que ce sont des gens qui seront là quoi qu'il arrive. Fiable quoi. La fiabilité et c'est des gens que je prends plaisir à retrouver après ne pas les avoir vus pendant un petit moment. C'est des personnes sur qui D'accord. je peux compter, ouais. D'accord. Est-ce qu'ils sont aussi dans le milieu médical comme toi ou pas du tout? Pas du tout. Moi, je suis le D'accord. premier médecin de ma famille. Je suis d'origine, voilà, on parle d'origine, de culture. Ouais. Donc moi, je suis d'origine tunisienne. Mes parents sont nés en Tunisie, D'accord. les deux. Les deux Ok. parents sont nés en Tunisie. Ils sont arrivés en France à l'âge de 4 et 6 ans. Et donc, globalement, ils viennent de familles un peu d'épiciers. Et voilà, il y a pas de. Et mon grand-père travaillait chez Philips en Tunisie, mais il n'y avait pas de médecin du tout dans la famille. Donc, je suis le premier à avoir accédé aux études médicales. D'accord. Donc, Bah c'est bien, dans la c'est un famille, succès du je suis coup. pas, je dirais pas que je suis un transfuge ou transclasse. Je sais Ouais. que c'est des termes qui sont très très à la mode, mais je pense que celui qui a fait la transition de classe sociale, c'est mon père parce que c'était plus possible à l'époque. D'accord. Voilà, si je te fais pas faire ma psychanalyse, mais voilà, c'est voilà, mais bah, à l'époque, mon père, voilà, c'est lui qui était très fort en maths, qui a pu être ingénieur, et grâce à lui, parce qu'il faut pas se mentir, les études sont gratuites en France de médecine, mais c'est pas pareil quand tu dois faire médecine, même si c'est gratuit, entre parenthèses, tu payes quelques centaines d'euros par an. Mhm. Mais à côté de ça, il faut quand même manger, il faut quand même se loger. Moi, j'ai eu la chance de vivre chez mes parents, du coup, en région parisienne. J'ai eu la chance de pouvoir avoir un petit peu d'argent de poche, voilà, pour pas me soucier de ça pendant mes études et travailler. Donc, il y a cette différence-là qui se fait. Et Mhm. donc, moi, je considère que c'est pas moi qui ai fait de changement de classe sociale. Je pense que c'est mes parents qui l'ont fait avant moi. D'accord, je comprends très bien. Est-ce que du coup, la médecine, puisque tu en parles et que t'es le premier dans la famille à l'avoir fait, c'est quelque chose que tu sais depuis très longtemps, depuis que t'es tout petit, ou au contraire, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure? Bah, les choses se sont bien faites parce que je suis marié avec une femme qui est architecte, hein. D'accord, Je pourrais parler longtemps de ma femme, mais voilà. Une femme qui est architecte. Et en fait, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais faire architecte. d'accord, Plus vraiment plus jeune. Et un jour, je me souviens d'une scène au McDo où on était en train, et j'avais genre 8 ans, 7 ans, 8 ans, et on a croisé un couple. Et je sais pas, ils ont discuté avec nous, avec moi et ma mère. Et à un moment, j'aurais dû faire architecte. Et eux, ils étaient architectes, ils m'ont dissuadé de le faire. Ils m'ont ah décrit bon? un portrait horrible de l'architecte, etc. Et donc, bon, après, moi, je voulais plus faire architecte. Voilà, c'est un peu l'anecdote, hein. Ils t'ont convaincu? Comme quoi, il se passe des choses au McDo, voilà. Ah, ça c'est vrai. Voilà. Et non, et ce qui m'a donné envie de faire médecine, c'est qu'en quatrième, j'ai vraiment un souvenir très franc de ça. Moi, je m'ennuyais beaucoup à l'école, hein. Je suis pas quelqu'un de très scolaire. On peut croire que les gens qui font médecine, c'est forcément des gens qui étaient excellents à l'école. Moi, c'était pas mon cas. Moi, j'étais D'accord, très jeux vidéo, très, voilà, je m'intéressais pas énormément à l'école. Parfois, quelque chose qui m'intéressait, je m'investissais. Et je me souviens d'un cours sur le squelette. Voilà, et qui m'a passionné. Et je me souviens que ça rentrait tout seul, c'était extrêmement fluide. J'avais une très bonne d'accord. vision en fait de ce qui se passait. Et à ce moment-là, je me suis dit que je voulais être médecin. Ok. Et depuis ce temps-là, je me suis dit, voilà, je savais que enfin, je m'étais Ah, toujours c'est dit que très je serais précis. C'est médecin. vraiment, il y a un moment particulier, tu t'es dit, t'as eu une expérience et boum, depuis ce moment-là, c'était ça, quoi. Ah oui, parce qu'en fait, c'est la D'accord, première fois qu'un cours comme ça sur un sujet m'a captivé. d'accord. Ah, je Voilà. comprends, ça change effectivement la vision. Et après, il y a quelque chose qui est aussi important. Moi, je sais que j'aurais jamais pu faire ingénieur comme mon père, parce que mon père, j'ai jamais compris ce qu'il faisait comme dans la vie. Mm. Et en fait, un ingénieur, il a jamais su m'expliquer non plus. Et en fait, il y a des métiers comme ça où moi, j'avais besoin de concrètement savoir ce que j'allais faire. Ok, je Donc, il y a comprends. des métiers comme ça où on fait droit, où on fait médecin, où on fait architecte, où on sait globalement qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Alors qu'il y a il y a plusieurs métiers où finalement on sait qu'on va avoir une compétence. Et en fait, j'avais pas compris aujourd'hui, j'ai mieux compris ce que c'était ingénieur. C'est la capacité Mm. de s'adapter finalement. Pour moi, Mm. c'est ça, un ingénieur, c'est s'adapter à tout type de contexte. Et en plus, pour moi, c'est une des vraies caractéristiques d'intelligence, l'adaptation. Pour moi, c'est la vraie définition, savoir s'adapter. Mais à l'époque, c'est vrai que j'avais besoin de savoir ce que j'allais faire et comment je me projetais. Donc ça, c'était D'accord. important pour moi.
D'accord. Et donc, ça veut dire que tu as passé facilement les examens difficiles d'entrée en médecine? Alors, j'avoue que, comme j'ai dit, je savais pas travailler. D'accord. Je vais pas mentir, je vais pas faire, voilà, j'étais vraiment, quand je dis que enfin, scolairement, sincèrement, je m'étais pas assez investi, hein, et donc, j'ai appris en première année à travailler, à prendre des notes, etc. Donc, la première année, je l'ai pas passé. Je suis passé du deuxième cours première année. Mais, contrairement à beaucoup, moi, j'ai pas des mauvais souvenirs de la première année de médecine. D'accord. Moi, je me souviens d'une année, une vraie année de camaraderie, parce que j'étais de ceux, pour ceux qui nous écouteront, qui ont fait médecine, il y avait ceux qui travaillaient à la bibliothèque universitaire, et moi, je suis partie de ces gens-là. Et quand on travaillait à la bibliothèque universitaire, c'était pas pareil le travail. On travaillait, on prenait des pauses ensemble, on mangeait le midi ensemble, on s'entraidait, etc. Moi, j'ai vraiment un souvenir cette année d'une bonne année. J'ai Et alors, pas sans du doute tout de parce que mauvaise. tes collègues étaient très sympathiques, tu as trouvé sans doute des amis là-bas, mais aussi parce que ça te passionnait, du coup, les matières que tu apprenais? Ouais, parce que voilà. Et enfin, pour une fois, je me sentais fort. Ok. Ah oui, je comprends. C'est sans fausse modestie, je me sentais fort, je me sentais Fort bon, pour apprendre quelque chose et pour être bon dans un domaine, quoi. j'avais des facilités D'accord. pour une fois, j'avais des facilités. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je voyais en faculté de médecine en première année, pour moi, ça me paraissait pas compliqué. Ok. Il y a des choses comme ça, mais on a tous vécu ça avec une expérience ou une autre. Ça peut être quelqu'un par rapport à la plomberie, par rapport à d'autres choses. Il y a Mhm. toujours des choses comme ça où en fait ça coule de source. On a l'impression que ça rentre tout seul sans faire d'effort. Super. Et Et c'est une chance. Mais après, encore une fois, moi, j'aime pas parler. Je suis opposé totalement. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'essaie de mettre en avant sur ce que je publie parfois, à catégoriser les gens en disant voilà, ça c'est lui il est intelligent, ça c'est pas intelligent, etc. Moi, je considère qu'en fait, qu'on a des endroits où on est plus à l'aise que d'autres. oui, tout à Moi, en fait. l'occurrence, là, j'ai eu la chance de tomber sur un endroit où j'étais à l'aise. Et quelqu'un d'autre, ça va peut-être être dans la peinture, quelqu'un d'autre, ça va peut-être dans un autre domaine qui est plus manuel. Et encore une fois, il y a des tonnes d'intelligence et ça dépend dans quoi on s'investit, dans quoi on sait se reconnaître. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça nous amène sur une autre discussion. Il faudrait définir ce que c'est l'intelligence, effectivement. Moi, j'avais l'habitude de penser que c'est en partie l'aptitude à saisir les rapports entre les choses, d'une façon générale. Ça rejoint un petit peu la définition que tu donnais tout à l'heure, mais ça nous emmènerait dans une autre discussion. Moi, je trouve qu'il y a une vraie partie d'intelligence et qui va être de plus en plus vraie avec l'intelligence artificielle, hein. On va en Avoir parler après, l'intelligence, oui. c'est savoir preuve de s'adapter, en fait, de pas s'opposer, mais Mhm. s'adapter au changement. Mhm. Voilà, pour moi, ceux qui ont survécu tout le temps à travers le temps, c'est ceux qui ont le mieux su s'adapter à leur environnement. Mhm. Et autre chose, c'est l'esprit critique. C'est savoir faire le pas de côté pour s'interroger sur savoir si ce qu'on voit, si ce qu'on lit, on est d'accord avec, ou si on mange la vérité toute crue. Je suis d'accord avec ça. On va en reparler juste après. Je voudrais juste terminer sur sur T'en ton prie. métier et sur ton parcours, mais en une minute, effectivement. Et après, on va parler de tout ça qui est passionnant. Et du coup, est-ce que Genre, oncologie, je fais plein de digressions, je suis c'est désolé, pas grave, je c'est t'emmène sur bien. des chemins, n'hésite pas à me ramener. Non, Sur pas les de chemins souci, pas qui de me souci. souhaitent. Et donc, oncologie, radiothérapie, c'est quelque chose qui est venu pareil, très rapidement, ou au contraire, là, pour le coup, c'est une Alors, spécialité qui s'est fait, parce que je sais qu'il y a des examens compliqués à la fin des études de médecine, donc tu n'as pas forcément non plus le choix, ça dépend de ton classement, etc. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? alors, exactement. Alors, en fait, en médecine, il y a le concours de première année, tout le monde le connaît. Et en fait, après, il y a 6 ans. Et après, il y a un concours en sixième année, qui a Mhm. beaucoup changé depuis, hein. Moi, je l'ai passé en 2015, donc je ne sais pas exactement de quelle forme il a aujourd'hui. Mais sur ce concours, on va choisir sa ville et sa spécialité. D'accord. Comment j'ai raisonné? J'ai fait un choix très rationnel. Je pense que si j'avais fait un choix passionnel, peut-être je me serais orienté vers la chirurgie. Ok. Parce que moi, je suis un manuel, j'aime la créativité. Je trouve que la chirurgie, c'est là où on peut être le plus créatif, finalement. Mais moi, j'ai fait un choix très rationnel. Ça veut dire que je savais que ce que j'adorais dans mon métier, c'était la relation patient. C'est quelque chose, je sais, qui ne trahissait pas et qui était toujours différent. Chaque patient, chaque famille, chaque situation avait son lot d'imprévus et avec aussi sa charge émotionnelle. Et dans tous mes stages hospitaliers, là où j'avais le plus de relations patients qui étaient fortes, qui me posaient des questions, c'était avec des patients qui avaient des cancers, souvent, parce qu'ils étaient confrontés contrairement à d'autres, hein, à la mort, parce que le cancer est associé à la mort aujourd'hui. Mhm. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un diagnostic de cancer, il a forcément la mort en ligne de mire. Alors que pourtant, il y a d'autres pathologies qui sont tout aussi graves, voire plus graves, hein, certaines pathologies, des fibroses pulmonaires, des insuffisances cardiaques, où la mort est peut-être à la même échéance qu'avec un cancer, sauf que c'est pas porteur de ce même sens. Et Mhm. le fait que ça soit porteur de ce sens, je trouve que les interactions, elles avaient une intensité particulière parce que tout d'un coup, il n'y avait pas de mensonge. Alors que les gens savaient qu'il y avait peut-être une possible fin, on ne savait pas à quelle échéance, qu'on a essayé de la repousser
tout faire pour l'écarter, mais qu'elle était présente. Voilà. Ok. Et devant ça, devant cette relation patiente qui était intense et qui m'intéressait, je me suis dit, OK, la cancérologie, au moins, dans la relation patient, j'aurais toujours de l'intérêt dans mon métier. Voilà. Ok, je comprends. Alors, après, tu m'interromps si je suis trop long, hein. Non, non, mais Euh, vas-y, ça m'intéresse le parcours, effectivement. Et puis après, tu nous expliques le ouais, métier même. ouais. Et après, la cancérologie, je me suis dit, je peux travailler en public. Je peux travailler en libéral sans dénaturer le métier, parce qu'il y a des spécialités où en public, en chirurgie, c'est beaucoup le cas. Souvent, en public, on va faire beaucoup, beaucoup d'opérations diverses. Ouais, et en privé, on peut être amené à faire plus de se spécialiser sur une seule opération, à faire tout le temps la même chose. Mhm, J'aime bien la cancérologie parce que c'est travailler en groupe. C'est pas mhm. seul. C'est-à-dire qu'en fait, de base, la cancérologie, on discute tout le temps des dossiers lors de réunions de concertation pluridisciplinaire. On va échanger avec des collègues sur chaque patient. J'aimais bien le suivi en cancérologie. J'aimais bien l'évolution du métier. Et je me suis dit aussi, je peux faire de la recherche dans cette discipline si je le souhaitais. En fait, dans ma vie, tout au long de ma vie, j'ai jamais voulu me fermer de porte. Et c'est un problème. C'est qu'en fait, j'aime bien me laisser toujours des possibilités. Mhm. Voilà, j'ai tendance à garder vraiment toutes les voies ouvertes. Et d'ailleurs, ce qui est très difficile pour moi, mais pour beaucoup, avec certains c'est plus difficile que d'autres, c'est prendre des choix. Parce que dès que je fais un choix, c'est refuser C'est fermer des portes et ouvrir une porte. exactement, c'est emprunter un chemin et laisser ses potentiels futurs. Voilà, j'aime bien le film Mister Nobody où on voit ces trois, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais ces Non, je l'ai trois pas vu. vies différentes avec trois petites amies différentes et on voit ces trois existences différentes qu'il aurait Ah oui, eues. d'accord. Je trouve que moi, ça me parle beaucoup ce film-là parce qu'il y a ce côté de tous les futurs potentiels qu'on n'emprunte pas en prenant des décisions tous les jours. Ouais, je Mais comprends. ça Et peut être pourtant, récent. choisir libère aussi Ouais, d'un doute et d'une incertitude. Donc, pendant longtemps, on me disait choisir, c'est renoncer, alors que en fait, choisir, c'est aussi préférer. ah bah Et oui, c'est c'est ça, clair. Moi, je le vois ouais, plutôt comme ouais, ça. J'essaye en tout ouais. cas de le voir plutôt comme ça parce que j'ai aussi Oui, des difficultés parfois pour choisir. c'est pas facile et surtout, c'est juger ses anciens choix avec le moi d'aujourd'hui, alors que le moi d'hier n'avait pas les mêmes choses en main. Oui, Et tout ça, à fait. c'est compliqué de le prendre en compte. Moi, je le dis là facilement, mais dans ma vie de tous les jours, c'est moins facile. Parce que c'est Je sûr qu'on comprends. a toujours tendance à regarder ailleurs. Ah mince, si j'avais su. Mais bon, on ne Je savait comprends. pas. Euh, D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire du coup ton travail tous les jours? Nous, on aimerait bien savoir ce que alors, c'est. Il y a plein de gens qui sont pas au fait exact de ce que c'est un oncologue, radiothérapeute. Donc, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que tu fais la et quel type de radiothérapie, patient j'en ai pas tu parlé suis. encore. J'ai fait la cancérologie parce que je connaissais pas la radiothérapie. D'accord. La cancérologie, en fait, finalement, on va s'occuper de la santé des cancers, faire plusieurs lignes de traitement pour essayer de les mettre en rémission le plus longtemps possible, les mettre en Tous les types de rémission cancers totale. ou certains types de cancers? En général, on se forme dans tous les types de cancers. D'accord. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire plus tard. Après, plus on avance dans le parcours, plus on a tendance à se spécialiser parce que c'est très complexe et que ben, si on va être universitaire sur un cancer, je vais être professeur. En général, je vais me spécialiser sur un type de cancer parce que pour avoir vraiment une expertise. D'accord. Voilà. La radiothérapie, en fait, j'ai découvert ça un peu sur le tard dans ma formation parce que Mhm. je ne savais pas vraiment en fait en quoi ça consistait. C'est un métier qui est moins connu, qui commence à devenir plus ça prend de plus en plus de place dans la prise en charge du cancer, donc c'est de plus en plus connu. Et en fait, quand j'étais en cancérologie médicale, dans mes stages, on faisait gérer l'hospitalisation, on faisait un peu des entrées et de sorties de patients, on gérait les problématiques des patients, des infections, des choses comme ça. Et je trouve qu'on prenait pas assez le temps de m'apprendre ma plus-value en tant que cancérologue. Dans la formation, j'entends. C'est-à-dire que je gérais beaucoup de patients hospitalisés, mais j'apprenais pas forcément le cancer, comment le prendre en charge. Et quand j'ai fait mon stage de Mhm. radiothérapie, tout d'un coup, on m'a pris un peu, c'est un côté artisanal avec la radiothérapie, puisque la Mhm. radiothérapie, c'est traiter les cancers avec des rayonnements ionisants. En l'occurrence, le plus fréquent, c'est utiliser des photons. Et les photons, c'est quand la lumière, ça traverse le patient, hein, c'est pas radioactif. Donc pour ça, on va détruire les cellules tumorales et on va s'aider aujourd'hui à notre ère de scanner de planification. On va faire un scanner au patient. Ce Mhm. scanner, on va pouvoir voir la maladie. On va dire pendant un cancer du poumon, on va voir la maladie dans le poumon. On va voir D'accord. aussi ce qu'on veut protéger, les organes, le cœur, l'œsophage, la trachée, les côtes. Voilà, par exemple. Et on va tout dessiner. En fait, nous, on va dessiner ça. Aujourd'hui, on est beaucoup aidé par l'IA, mais Mhm. globalement, c'est quand même nous qui avons le dernier mot sur cette étape-là. Donc, on va D'accord. faire le volume de la tumeur, le volume de tout ce qu'on veut protéger, puis on travaille avec des physiciens. Donc, ça, c'est hyper intéressant. On travaille avec d'autres corps de métier parce on s'apprend beaucoup, qui, eux, vont délivrer la dose qu'on souhaite donner à la maladie tout en protégeant le reste. Bien sûr, c'est pas de la magie. C'est-à-dire que la dose elle est obligée de passer par les organes à côté. Et Mhm. donc, on va essayer d'optimiser au maximum la dose pour donner le moins de dose possible aux organes à risque, tout en traitant la tumeur du mieux possible.
D'accord. Donc Donc ça souvent dépend de pour la taille de la tumeur, du type de tissu, ça dépend ça de quoi, dépend comment? énormément de choses. Par Ok. exemple, il peut y avoir des traitements qui sont très longs, hein, on va dire dans un cancer du poumon qui est localement avancé, c'est-à-dire qu'une tumeur avec des ganglions, on rentre dans un Mhm. truc spécifique. Mhm. Souvent, on a tendance à faire prendre 3 séances, ça veut dire 6 semaines et demie de traitement. Sachant que les séances, le patient, ça dure pas très longtemps, mais le temps qu'il vienne, qu'il reparte, qu'il soit appelé, qu'il se déshabille, voilà. Par contre, il y a des types de traitements aujourd'hui qu'on fait de plus en plus, ça s'appelle la stéréotaxie, c'est des traitements à très haute dose, très ciblés, en très peu de séances. On peut Ok. faire 1 séance, 3 séances, 5 séances. Donc ça existe. Mais après, voilà, on va dans la complexification, mais une séance classique, c'est d'ordre de degrés. Du degré, c'est joules par kilo, c'est la dose qu'on administre. Et Mhm. donc, on sépare une dose totale en plein de petites doses pour que ce soit bien toléré par l'organisme et que Mhm. la tumeur, elle, reçoive une dose totale. Mais une dose de stéréotaxie, par exemple, c'est fois 5 ces doses-là, ou ça peut être fois 10. Dans une D'accord. métastase cérébrale, par exemple, on peut donner une séance de 20 gray, qui est 10 fois plus que la dose qu'on aurait donnée dans un traitement fractionné. Ok. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on Pour un veut peu avoir une rapidement autre. intervenir sur le truc? Oui, c'est intéressant comme introduction. Non, c'est parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes effets. Là, on parle de radiobiologie, c'est ce qui se passe avec les rayonnements ionisants dans les cellules tumorales, dans les tissus sains. D'accord. D'accord. Donc, en fait, déjà, on se voit sur des études cliniques, hein. C'est pas des doses qui sont données au doigt mouillé, c'est des études cliniques qui ont comparé des fractionnements. Par exemple, D'accord. après, on va dire, on va comparer, dans le poumon, on va comparer le fractionnement classique en fraction de degrés par séance à un fractionnement en 5 séances à très haute dose. Et on va voir que le patient a une meilleure efficacité avec moins d'effets secondaires. Donc, vraiment, ça va être le schéma favorisé. D'accord. Voilà. Et donc, ça part en médecine, on fait tout le temps ça, on randomise, hein. Finalement, c'est ce qu'il y a le plus haut niveau de preuve. 2 bras. Un bras contrôle, qui est un bras qu'on faisait d'habitude, et un bras expérimental. Et si le bras expérimental, sur les critères qu'on a posés, remporte la manche, et ben, du coup, c'est lui qui devient le nouveau standard. Souvent, ça doit être confirmé sur différentes populations. Par exemple, si une étude est faite au Japon et qu'il n'y a aucun patient européen, bah, c'est de bon ton de faire sur nos patients à nous, pour voir si D'accord. effectivement c'est pas une anomalie liée à la génétique ou à l'organisme. D'accord. Voilà. Et j'imagine qu'il y a énormément d'études qui sont faites sur le cancer partout dans le monde, je suppose, ou c'est un sujet, Nous, voilà. nous, on vient à l'IA aussi, parce que en tout, nous ramène à l'IA, parce qu'aujourd'hui, il y a environ 800 articles qui sortent par jour en cancérologie. Si on voulait D'accord. les lire consciencieusement, ben, on n'aurait pas le temps. Et donc, en fait, Ouais, c'est demain, compliqué. on espère avoir des outils qui nous aident justement à faire le tri, sachant qu'après, il faudra toujours Bah, avoir l'IA l'esprit critique, elle-même. comme on a parlé. Voilà, c'est ça. Parce que les articles de cancérologie, il y en a énormément qui sortent, savoir ceux. Et là, c'est là où nos décisions, même si on essaie de le faire toujours en conscience, on est toujours biaisé, parce qu'on va lire des articles. Ces Bien articles vont sûr. avoir une empreinte sur notre pratique. Peut-être qu'on n'est pas au courant d'autres articles, on nous a pas cité 1000 fois en congrès ou Tout autre. à fait. Et alors il y a ça, et puis je voulais dire aussi que certainement il y a beaucoup de recherches qui se fait, mais je suppose aussi que chaque tumeur est identique, enfin est unique entre guillemets, c'est-à-dire elle est quand même patient dépendant, même si tu as des typologies, j'imagine, de tumeurs que tu vas retrouver, des typologies de cancer, néanmoins chaque cas est unique à traiter, et donc il va falloir quand même que le praticien que tu es adapte en fonction de la bibliographie qu'il connaît, eh bien Bah, ça, ce c'est qu'il va un vrai faire comme sujet. pratique. C'est un vrai sujet. Ça me semble Parce compliqué, quoi. Vu de que l'extérieur, ça me semble quasiment défi impossible, quoi. bah, en Enfin fait, vraiment. les études, encore une fois, sont faites sur des populations. Ça veut dire qu'on va pas traiter pareil, je prends par exemple du cancer du poumon, pareil, un cancer du poumon qui a non à petites cellules avec un cancer qui a petites cellules. Voilà, c'est pas les mêmes traitements. On sait qu'on a D'accord, des schémas différents, que c'est pas tout le même suivi, la même évolution des cellules. Donc, on est l'histoire naturelle des maladies selon leur type de cellules initialement. Mais d'accord. de plus en plus, on a des sous-types de cancers qui vont mériter des traitements spécifiques. En cancer du poumon, encore une fois, de plus en plus, on parle d'addiction oncogénique. Un cancer du poumon qui va avoir une mutation de l'EGFR ou une translocation de ALK, ben, on va pas avoir les mêmes traitements ciblés. On va pouvoir poser des traitements beaucoup plus adaptés à ces mutations qui vont être responsables de la maladie. Euh, et, et du coup, en fait, on va avoir des traitements de plus en plus personnifiés. Et plus on va avoir des traitements personnifiés, plus on va pouvoir en plus avoir des bons résultats chez ces patients-là et limiter les toxicités. Parce qu'avant, faut pas oublier que la chimiothérapie, ce sont des cytotoxiques, c'est-à-dire c'est détruire les cellules de manière assez non sélective. D'accord? On sait qu'il y a des chimiothérapies qui marchent plus ou moins bien sur certains types de tumeurs, vu comment elles évoluent et comment elles sont placées. On sait aussi que certaines chimiothérapies ne fonctionnent pas sur certaines tumeurs, ça sert à rien de les faire. Mais on reste encore assez large. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, on va aller vers, d'une part, les traitements ciblés, ça veut dire voir s'il n'y a pas des anomalies dans les cellules tumorales qu'on peut cibler. Et d'autre part, ce qui est beaucoup à la mode, et vous avez sûrement entendu parler, qui est une révolution en termes de cancérologie, hein, c'est l'immunothérapie, où là, on a Tu peux remarqué nous que les expliquer, oui, cellules, effectivement, en deux mots? bien Oui. sûr, les cellules tumorales, en fait, elles ont tendance, dans beaucoup de cancers, à
endormir aussi le système immunitaire, finalement, vont inactiver les lymphocytes. Et donc, l'immunothérapie va avoir pour but de réveiller ce système immunitaire, d'accord, en empêchant cette lésion entre les cellules tumorales et les lymphocytes qui les rendait inactifs. Et donc, dans ces cas-là, le médicament, ce n'est pas le médicament qu'on donne, hein, mais c'est le patient lui-même, c'est le système immunitaire qui va finalement permettre de détruire après les cellules tumorales de lui-même. Et c'est là, dans des pathologies comme le mélanome et le cancer du poumon, ça a vraiment changé radicalement le pronostic des patients, notamment dans le mélanome, où aujourd'hui on a des patients qui sont à plus de 5 ans de cancer métastatique sans rémission complète, et on se demande même quand arrêter ce traitement. Voilà, donc D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'on administre en immunothérapie? Du coup, c'est un médicament, ce sont des bah, c'est molécules les chimiques qui vont anti, activer le système immunitaire du en patient? fait, Comment ça se passe? finalement, c'est entre la cellule cancéreuse et les lymphocytes, il y a un lien qui se fait pour se désactiver. C'est comme un engrenage clé-serrure. Et en fait, c'est soit on va bloquer d'un côté, soit de l'autre, soit un anti-PD1, anti-PDL1. C'est les plus fréquents qu'on utilise. Après, il y a plein d'autres molécules, anti-CTLA4, etc., qui permettent de jouer sur l'immunité. Mais le principe, quand D'accord. même, c'est de stimuler cet immunitaire en empêchant cette lésion qui l'inhibe. D'accord. Mais Cette donc, liaison, c'est bien un pardon, pas cette. médicament. C'est C'est bien le un médicament, ouais, principe c'est une actif. perfusion. D'accord. Une Ok. perfusion, ouais, ouais. D'accord, ok. Très bien. Alors, je voulais rapidement revenir, mais peut-être ça va être rapide à répondre, sur la prévention et le diagnostic, si tu veux bien. Et puis après, on va aller plus loin vers tout ce qui est IA et puis même éthique. Sur prévention, peut-être d'une façon générale, je suppose que la prévention sur le cancer va dépendre peut-être un peu du type de cancer qu'on veut prévenir. Est-ce qu'il y a des conseils généraux qui existent sur la prévention sur le cancer en général, ou est-ce que c'est une question qui est trop large et pas assez précise et qui n'a pas de sens? Bah, faut être très vigilant. Moi, je fais très attention avec la prévention parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, on entend un peu de tout et un peu de tout. Ce qu'il faut se dire, c'est que oui, selon chaque type de cancer, il y a des facteurs de risque qui sont connus, Mhm. d'accord? Qu'en plus on mise en évidence et plus on a un niveau preuve. Ce qu'il faut savoir globalement, les conseils généraux à appliquer, c'est le tabac. Le tabac, on Mhm. sait que c'est pourvoyeur un bon nombre de cancers, hein. Les gens, ils ont souvent en tête le cancer du poumon, mais il n'y a pas que. Il y a le cancer du poumon, le cancer de la vessie, le cancer du sein, les cancers ORL. D'accord? Il y en a beaucoup des cancers qui sont liés au tabac. Et l'alcool, qui aussi, pareil, joue sur le cancer des voies aérodigestives supérieures, cancer de l'œsophage, etc. Et qui, il va avoir en plus une conséquence avec le tabac qui n'est pas 1 plus 1 égale à 2, c'est les mauvaises maths que je vais faire, mais 1 plus 1 est égal à 4 ou 5. Voilà, donc Mhm. ça potentialise l'effet l'un de l'autre. D'accord. Donc ça, dans la prévention de base, c'est ça, hein, c'est le tabac et Ok. l'alcool. Ok, ce qui marche, ce qui est vraiment de plus en plus prouvé, c'est l'activité physique. Hein, la sédentarité tue. Ok. On le dit pas assez, tue sur le plan cardiovasculaire, mais tue aussi avec les pathologies telles que le cancer. Donc Ok. voilà, donc ça c'est important. Après, déjà si on arrive à appliquer ces conseils-là, c'est bien. Après il y a toute l'alimentation, mais l'alimentation, s'il faut, ça va être une alimentation la moins transformée possible. Mhm. Voilà, donc de plus en plus enfin c'est quand vous regardez derrière une fiche de produit qui a N ingrédients, enfin A priori, c'est que c'est transformé, oui. voilà, c'est ça. Il faut essayer d'être le plus proche possible de ce qu'on mange. Et ça, c'est l'alimentation. Mais l'alimentation, encore une fois, c'est compliqué à mettre en place parce que je sais qu'il y a des sondages différents, notamment par rapport à la nourriture carnée. Donc pareil, ça aussi, il faut essayer de limiter. Par rapport aux poissons aussi, il faut limiter tout ce qui est les poissons en début de chaîne. En fin de chaîne, pardon, ceux qui mangent tous les autres, ils sont peut-être avec plus de mercure, mais bah, dans Mhm. l'application de tous les jours, c'est compliqué à mettre en place. Que d'un côté, les poissons, s'ils ont des oméga 3 qui sont intéressants sur le plan cardiovasculaire. Faut rester raisonnable, Donc, effectivement. Mais voilà. en tout cas, merci pour ces conseils, effectivement. Et la Euh, prévention aussi, pardon, important, Vas-y, le je t'en soleil. prie. Ok, ah oui, Voilà, pas le trop de soleil non soleil. plus. Cancer de la Voilà, parce peau. que, exactement, les cancers de la peau, la sensibilité au soleil, c'est assez important. Ok, très bien. Est-ce que c'est ton métier qui fait la partie diagnostic du cancer, ou est-ce que tu fais diagnostic, traitement, suivi? Comment ça se passe? Tu poses aussi le diagnostic, et quels outils tu as du coup, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la partie diagnostic des cancers? Bah, la partie de diagnostic, en général, elle est faite en amont par les médecins généralistes, par les D'accord. spécialistes d'organes, qui après nous présentent le dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire pour dire, voilà, il y a besoin d'un traitement pour ce patient parce qu'il a un cancer qu'il faut D'accord. traiter. Donc ton métier, c'est le traitement, toi. Voilà, le métier, c'est le traitement et la surveillance après. Voilà, D'accord. la surveillance de mes effets secondaires et la surveillance de l'efficacité. Ok. Mais il m'arrive que des médecins généralistes m'envoient un patient parce qu'ils découvrent un nodule dans un poumon et qu'ils ont besoin de ça, que je le passe en RCP moi-même. Parce que parfois, les médecins généralistes n'ont C'est pas quoi un accès. RCP? La RCP, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire. Ah oui, En d'accord, fait, ce sont pardon. des groupes où on est plusieurs
On est plusieurs. En fait, c'est obligatoire dans le cancer, hein, pour chaque décision. Il y a les chirurgiens, les oncologues radiothérapeutes, les radiologues, le pathologiste, le spécialiste d'organes. Alors, en général, on est vraiment pas mal. On présente les dossiers un par un et on prend la décision. Pour tel D'accord. patient, on va surveiller. Pour tel patient, il nous faut d'autres examens complémentaires. Pour tel patient, cette chirurgie. Pour tel patient, cette radiothérapie. Voilà. D'accord, ok. Très clair. Et donc, du coup, effectivement, est-ce qu'on peut avancer sur les outils? Parce que je sais que tu es très intéressé, du coup, par tout ce qui est IA, éthique, et puis l'impact, en fait, des nouvelles technologies sur votre pratique, tout simplement. Est-ce que j'ai cru comprendre dans les différentes interventions que tu as précédemment que les radiothérapeutes sont assez geeks, en général, en tout cas technophiles, disons. Est-ce que c'est ton Pas tous, cas? pas tous. Pas tous, j'imagine, mais Non, non, moi, mais je suis certains un médecins geek, ne sont ouais, pas au très point. technophiles, donc peut-être c'est une différence qui vous caractérise. Moi, là, je suis un geek au sens propre du terme. C'est que moi, j'ai toujours aimé jouer aux jeux vidéo et c'est un plaisir que je prends. Hein. C'est que moi, D'accord? vraiment un plaisir de jouer et je trouve qu'on apprend énormément. Moi, je serais pas du genre à dire qu'on n'apprend rien avec les jeux vidéo. Je trouve Non, il y c'est a plein clair de qu'on apprend. compétences. Il y a plein de compétences qui peuvent être apprises avec, notamment Bien sûr. les jeux en coopération avec d'autres personnes parce que finalement, on apprend comment à mener une mission à bien en équipe. Et après, en fait, la radiothérapie, ça peut attirer plusieurs profils. Mais globalement, il faut aussi aimer la technologie parce qu'on a un vrai rapport humain. Il faut pas oublier qu'on ne cache pas cassé derrière nos écrans en radiothérapie. On a Mhm. beaucoup de consultations. Hein. Moi, je consulte plus dans la semaine que j'ai de temps technique. Et en plus, on a beaucoup de RCP, on travaille avec des collègues. Mais il y a ce temps technique qui me fait du bien. Moi, j'aime bien prendre en charge les D'accord. patients, Vous êtes une aussi spécialité où il sans y a être beaucoup avec eux d'outils. parfois. Voilà. D'accord. Parce que parfois, lorsqu'on fait cette étape de divination, on travaille physique sur les dossiers, le patient n'est pas là, mais pourtant, on prend soin de lui d'une certaine manière. Et donc, ceci, ça décharge un peu émotionnellement. Ok. Et donc, c'est quoi la liste de tes outils, en gros, qui soient des outils matériels, logiciels, juste en deux mots pour nous dire quel est ton Alors, arsenal d'outils. en fait, on a travaillé des grosses machines, hein, c'est des accélérateurs D'accord. linéaires, hein, d'accord, qui délivrent les traitements. Ils sont dans des bunkers et ils ont des imageries embarquées parce que tous les jours, lors des traitements, il faut vérifier si on traite au bon endroit. D'accord. Donc ça, c'est important. Et après, nous, pour dessiner les volumes de tumeurs, on a besoin de logiciels spécifiques. On existe beaucoup. Je vais pas citer de marque, mais il en existe. D'accord. Voilà. Et après, pour travailler, pour préparer les dosimétries, les plans de traitement aussi, nos physiciens ont des logiciels et on valide les dosimétries avec eux. D'accord. Et donc, effectivement, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Comment, effectivement, trouver l'équilibre, du coup, entre cette expertise qui est de plus en plus déléguée, entre guillemets, à du logiciel, de l'IA ou du matériel, ou les trois en même temps, et le temps humain nécessaire à la relation patient-praticien, effectivement. Gros sujet. C'est un gros débat cette année avec je fais partie du comité d'éthique de ma société française de radiothérapie. Et D'accord. cette année, on fait un travail justement sur l'intelligence artificielle dans la radiothérapie, notamment. J'avais fait mon sujet de master d'éthique sur le changement de savoir-faire donc le radiothérapeute avec la l'intelligence artificielle, en m'intéressant au travail finalement dans le temps et savoir comment le travail évoluait dans le temps et finalement comment il n'y avait pas forcément de destruction de travail, mais un repositionnement du travail et qu'on a toujours une tendance un peu de repousser les nouveaux outils parce qu'on a peur de ce changement-là, mais que s'il y a destruction de métiers, il y aura création d'autres métiers qu'on ne connaît pas encore. Alors, c'est une vraie question, par contre, parce qu'il peut y avoir effectivement repositionnement, comme tu dis, mais il peut y avoir quand même certains métiers, en particulier certaines Oui, spécialités médicales qui souffrent plus parce que une grosse partie de leur expertise va être remplacée effectivement par l'outillage, d'autres peut-être moins. attention, Comment? pas l'expertise. Je pense que l'expertise, c'est ça le point. En fait, une Alors, machine qu'est-ce n'est que tu pas appelles experte. l'expertise? Une machine n'est pas experte. Être expert, pour moi, c'est pouvoir dire je ne suis pas d'accord avec ça parce que. Voilà, c'est Ok. parce que on va montrer une décision d'IA à un expert, une décision d'IA à quelqu'un qui n'est pas expert. Celui qui n'est pas expert, il va être obligé d'accepter parce que de toute façon, il n'a pas d'expertise. Celui expert, il peut mettre en cause, il peut critiquer, Mhm. il peut ne pas être d'accord. Donc voilà, pour moi, l'expertise, au contraire, c'est ça qui va prévaloir parce que on aura besoin d'expertise. Mhm. Et Mais des d'ailleurs, logiciels même peuvent ceux, expliquer. Il y a certaines IA qui oui, peuvent mais en fait, expliquer. expliquer, mais l'explicabilité, même l'IA ne sait pas d'où elle tire ses décisions. C'est-à-dire qu'en Alors fait, oui, mais on a des bribes maintenant d'explicabilité. Je suis d'accord, c'était un gros oui, problème de l'IA au début, mais c'est on peut demander avoir la des heatmaps, par transparence. exemple, sur de Ouais, les l'imagerie, heatmaps. en disant bah, c'est pour ces raisons-là que j'ai pris la décision que ça c'est plutôt tel ou tel. Exactement, mais ça, en fait, c'est tout le problème des freins un peu qu'on peut mettre aux solutions. Vous savez que pour l'IRM,
l'IRM, quand elle est vue par un médecin, par un humain, en Mhm. fait, c'est pas tout ce que voient les systèmes informatiques. C'est Mhm. qu'elle rend visible des choses qu'elle elle a vues pour nous, pour notre œil à nous. Bien sûr. Et c'est pareil. En fait, on va demander finalement d'expliquer comment a été prise une décision, et du coup, il va trouver des raisons dans ses nœuds, savoir qu'elle est plus pondérée ou pas. On va pas. En fait, quand on regarde un réseau de neurones, il y a des allers-retours permanents entre les nœuds qui vont s'auto-pondérer les uns les autres sur plein de critères. Donc Mhm. oui, cette explicabilité, elle est très importante. C'est Mais moi, sûr. je pense aussi, il faut toujours aussi se poser la question de pourquoi on prend la décision et si on en est d'accord. Et donc, effectivement, si l'IA peut nous dire, voilà, j'ai pris, typiquement, on va prendre de l'aide à la décision. Mhm. OK? L'aide à la décision, le solution d'IA va dire, voilà, chez ce patient-là, je vous recommande de faire tel traitement. Et si on peut dire Mhm. pourquoi et qu'il nous dit, voilà, tel article, tel article, tel article, et qu'on reprend le temps de lire les articles et voir si on est d'accord, Mhm. OK. Voilà, ça, moi, je Oui, pense là, que c'est c'est une quelque bonne chose aide. qui serait bien, une bonne Ça, analyse. Mais il faut aussi avoir la curiosité de dire, voilà, je vais faire une digression. je Je t'en pense prie, beaucoup parce que c'est un sujet important. à la glucose goddess. On a Alors, beaucoup entendu parler d'elle. je sais pas de quoi tu parles, pardon, je suis désolé. C'est une influenceuse qui a fait énormément de ventes de son livre, qui disait révolutionner la glycémie, etc., notamment avec un essai scientifique, une biochimie sur la formation, et D'accord, en mettant plein de références littéraires, etc., d'articles scientifiques qui appuient sa thèse. d'accord. Et et en fait, du coup, elle est suivie comme voilà, le remède miracle, comme il y a plein de régimes miracles avant. Et sauf que les critiques qui sont émises, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'études qui vont contre ce qu'elle a dit dans son enveloppe qu'elle a publié. Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention. C'est quand on nous dit quelque chose, c'est justifié par telle étude, telle étude, telle étude. Mais est-ce qu'il n'y a pas des études qui existent qui sont contre ce que tu dis? En Oui, fait, tout à fait. voilà, ça s'appelle C'est un biais de sélection, quoi, là, c'est quasiment. un biais de sélection, biais de publication. Il y a plein de choses. Comme quand on sait que les Mhm. études parfois négatives sont moins publiées que les études positives. Mhm, bien sûr. Mais pour revenir à Et notre donc, sujet ça veut dire précédent, que, oui, mais c'est pour ça, pour l'IA, si demain l'IA va dire, voilà, j'ai justifié ma décision par ça, 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 il faudrait mhm, que, mais ça, c'est difficile, hein, il faudrait que les médecins aient la curiosité de se dire, mais est-ce que si moi mhm. je cherche des articles qui ont été publiés, est-ce qu'il n'y a pas certains qui iraient contre ça? Et ça ne serait chronophage, et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'accepter ce qu'on nous dit en disant, voilà, c'est suffisamment justifié. Bah, surtout si c'est efficace, et ça semble l'être de plus en plus. Et donc, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté qui se pose quand même. Et moi, je connais beaucoup de médecins, si tu veux, qui sont inquiets hein, de ça quand même. Hein. J'en vois, certains le disent plus ou moins, ou ils l'expriment d'une façon différente, mais je pense qu'il y a une vraie inquiétude Faut pas être dans la inquiet. Moi, je médecine. pense pas qu'il faut être inquiet. C'est qu'il faut. Moi, je suis assez confiant. C'est-à-dire que je me dis que quand même, ces solutions-là, normalement, déjà, il y a pas, je pense pas que l'entreprise vont prendre la responsabilité. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours besoin d'un médecin qui sera porteur de la responsabilité pour Ah, moi. je suis d'accord C'est avec tout. toi. C'est donc en fait, il faudra toujours qu'il y ait quelqu'un qui dise, OK, je suis d'accord. Mhm. Qu'il soit Voilà. Donc, responsable. qu'il soit responsable. Voilà, parce que sinon, c'est trop dangereux. Pour eux, je sais pas encore quelle. Il faudrait que je m'intéresse d'ailleurs pour les voitures automatiques intelligentes. Est-ce que la responsabilité revient au conducteur ou à celui qui a fait l'algorithme? On sait Alors toujours pas encore, hein. c'est vrai que c'est un sujet que tu lèves aussi, j'ai vu dans tes écrits. Moi, il me semble que c'est ce que tu dis qui va se faire, il me semble, mais je me trompe peut-être. Et donc en fait, le médecin sera toujours responsable, quel que soit l'outil qu'il utilise. Pour moi, je vois pas C'est- une c'est- entreprise prendre la responsabilité sur lui, c'est trop lourd. Ben Trop non, c'est lourd de prendre impossible. la Et alors, responsabilité on pourra reconnaître qu'il y a un bug dans tel ou tel outil, et ça c'est possible effectivement, mais au final, c'est toi qui auras pris la décision en tant que médecin par rapport à une application qui sera peut-être buggée, mais c'est ton problème entre C'est ça. guillemets. T'avais qu'à pas Et utiliser c'est l'application. ça. Et moi, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'on n'accepte jamais qu'une intelligence artificielle ou un système informatique ait des biais ou fasse une erreur. Mhm, Mais on accepte facilement enfin, plus facilement que de faire une erreur. Est-ce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, les voitures automatiques, il y a mhm, un accident, ça va faire toute la une des médias, voilà, voiture intelligente a fait un accident, etc. Alors mhm. que les voitures conduites par les humains, les accidents, il y en a tous les jours, et des tonnes, et ils sont bien plus monstrueux. Et donc, en fait, finalement, cet accident, vu que c'est pas fait par un humain, mais par quelque chose dont on ne maîtrise pas, on va moins l'accepter. Et moi, je pense que ça sera pareil avec les décisions. C'est-à-dire que les décisions médicales, des mauvaises, je pense qu'il y en a pas mal. Bien C'est-à-dire que les sûr, plein. décisions avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on va éviter beaucoup de mauvaises décisions, des décisions beaucoup plus appuyées sur des faits véridiques. Mais je pense qu'on acceptera bien moins une décision qui a été prise par une IA qui soit fausse. Mhm. Donc, il faut accepter aussi que l'erreur ne soit pas qu'humaine, mais que l'erreur peut être aussi informatique, et c'est la limiter au maximum avec nos connaissances. Oui. Mais Je comprends, mais alors moi je fais pas par contre autant de distinction que toi entre une IA et un humain. C'est-à-dire qu'en fait, une IA n'est qu'un outil créé par des humains. Il y a rien là-dedans d'autonome, même si on dit qu'il y a des ah, mais voitures moi, autonomes. je Tout suis tout ça est un pas système créé par des pareil. humains.
pense pareil. Moi, je pense qu'on est des faveurs. Pour moi, c'est un outil supplémentaire. Je pense qu'il y a une énorme presse qui est faite autour de l'IA parce que Mhm. le nom fait vendre. Mais pour moi, C'est l'IA n'est vrai, qu'un outil supplémentaire. bien sûr. Et c'est une nouvelle révolution, comme il y a eu des réformations, la révolution de l'informatique, de la vapeur, de l'électricité, etc., qui vont changer notre manière de travailler. Et Mhm. d'ailleurs, moi, ça la change déjà, hein. Moi, je sais que j'ai un assistant toujours dans ma poche. Voilà, dès que j'ai une petite question, dès que je dois en avoir plus clair pour un truc, prendre du recul, enfin, voilà, j'utilise assez facilement des solutions pour m'aider. Moi, je trouve que c'est, en fait, refuser de, de prendre parti de cette avancée de l'époque, je pense que c'est un risque demain d'être le nouveau vous savez, c'est comme l'électronisme. C'est Mhm. l'illettrisme des gens qui n'utilisent pas l'électronique. C'est un peu pareil. Je pense que demain, ça va être nécessaire pour un assistant, finalement. Oui, il y a un Enfin, risque moi, de je considère suicide ça même comme un, si on ne prend pas en compte tout ça. moi, je pense, c'est quelqu'un qui avait dit ça pour les radiologues, je ne sais plus qui exactement, qui avait dit qu'il ne pensait pas que les radiologues étaient remplacés par l'IA, mais que les radiologues qui utilisent l'IA vont remplacer les radiologues qui n'utilisent pas l'IA. Oui, tout à fait. Oh, Tout à fait. voilà. Mais par contre, typiquement, c'est quand même un vrai type de métier sur lequel une grosse partie va pouvoir être automatisée néanmoins, puisque l'analyse d'image marche particulièrement bien avec ces systèmes-là. Et donc, effectivement, et on a peu de doute que ça va être même plus performant qu'une analyse avec l'œil humain, mais il va rester d'autres compétences pour l'humain qui va être de synthétiser tout ça, de connaître le tableau clinique de son patient, de son De histoire, son relire une environnement. imagerie complexe. Ouais. Tout à fait. Et non, et peut-être que demain, l'histoire de l'environnement sera mieux analysée par l'IA aussi. Bien sûr, Mais en fait, ce probablement. qu'il faut pas oublier, c'est que tout le monde trouve que le métier de l'autre est automatisable. Oui, ça dépend des C'est-à-dire qu'en métiers, ça fait, dépend voilà, des et non, actions. et quand on demande aux radiologues, ils vont dire, bah non, mon métier n'est pas utilisable pour ça, 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 ça. Il va dire, voilà, il va réussir à dire pourquoi, en fait, il y a la complexité dans son métier qui ne peut pas être totalement automatisable. Hmm. Et ça, je sais que c'est les camionneurs aux États-Unis qui avaient dit qu'on allait automatiser, ils avaient mis une liste de points sur lesquels, en fait, c'était plus complexe qu'on le pensait. Hmm. Bien que je pense que, bah, moi aussi, je suis pas dans leur métier, donc je me dis, bah, ça paraît pas si compliqué que ça. Hmm. Mais ouais, il faut pas oublier que chaque métier se rend compte vraiment des complexités qu'il fait face au quotidien, qui ne sont pas forcément automatisables de bout en bout par une intelligence artificielle. Non, En bien fait, sûr. quand on parle d'IA, voilà ça que je travaille beaucoup, c'est l'automatisation par IA. C'est ça qu'on Mhm. parle, c'est une nouvelle type d'automatisation. Et d'ailleurs, ce que je dis souvent aux gens qui me parlent d'intelligence artificielle, parce que du coup, dès qu'ils ont quelque chose dans leur travail, ils vont dire, ah, c'est de l'intelligence artificielle. En fait, ils n'en sont pas sûrs. L'intelligence artificielle, ça s'appelle de l'automatisation algorithmique sans IA. Hmm. Voilà. Et ça, déjà, il faut réussir à savoir de quoi on parle. Comme ouais, c'est ça, je crois que c'est toi qui l'as dit, qu'il y avait vraiment à boire et à manger en fait, dans les gens qui parlaient d'IA, quoi. Oui, tout à fait. Alors le mot IA, même effectivement, comme tu dis, sert à vendre du papier, mais il faudrait le définir. Et il est largement galvaudé, j'aime pas ce mot-là, mais disons il est largement utilisé à toutes les sauces, en fait. L'IA, ça correspond quand même des méthodes et des algorithmes. Les algorithmes existent Exactement. depuis que l'humanité Mais existe. non, mais pas Une des recette de... algorithmes, voilà, Bah, des algorithmes c'est un nouvel spécifiques ensemble qui de utilisent, méthodes. voilà, ça. C'est ça, Et, c'est une et, méthode. Ouais. Et puis du travail avec de la data qui a été rendu possible par l'amélioration des performances en fait des ordinateurs plus récemment. Mais les algorithmes en jeu existent depuis déjà une cinquantaine d'années. Et puis un algorithme, il faut pas compliquer les choses. C'est une recette de cuisine est un algorithme. Hein, donc c'est des choses qui existent depuis Ah non, très moi je longtemps. Et comparais en fait, moi je comparais l'algorithme euh, sans IA, de Mhm. l'algorithme avec IA. Justement, avec la métaphore de la cuisine est très bonne. Bah, ce sont de Pour nouveaux moi, types d'algorithmes en fait. non, mais pour moi, l'algorithme sans IA, c'est suivre une recette de cuisine. Mhm. Et voilà. Et il va manquer de farine, il va pas pouvoir l'appliquer, il va manquer de farine. L'algorithme avec IA, c'est comme si c'était un chef cuisinier. Et du coup, lui, il va pouvoir s'adapter, il va pouvoir improviser avec ce qu'il n'a pas. Mhm. Voilà, il va manquer de farine, il va pouvoir réagir à ça. Pour moi, c'est ça, hein, si je fais la même métaphore que la cuisine, c'est ça. C'est Mhm. d'un côté, on a quelque chose qui va suivre un livre de recettes qui est bien fait, c'est l'algorithme sans IA. L'intelligence artificielle va apporter une dimension supplémentaire qui permet l'improvisation, l'adaptation, voilà, avec ce qui n'était pas connu. Alors l'improvisation, il improvise sur ce qui est connu justement parce qu'il a appris sur des choses connues. Donc pour moi, c'est juste un nouveau type d'algorithme si tu veux. Ben, oui, Il il n'invente rien improvise. au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il a pris sur une base de Si, données si, c'est pas monstrueuse. vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que quand on voit ce qui s'est passé avec AlphaGo ou Deep Blue, c'est des choses où en fait, pas Deep Blue, et surtout AlphaGo, en fait, il y a eu des improvisations de coups. En fait, quand il a appris en deep learning où il s'est auto-entraîné face à lui-même, juste avec les règles du jeu, je crois, et Mhm. ils En sont faisant des fait millions plein de parties, des millions de des parties. millions de Ouais, parties, ils ont fini par surprendre les joueurs professionnels avec des coups qu'ils ont inventés, des coups qui tout à paraissaient fait. pour des coups de débutants. Donc en fait, Mhm. non, il y a de l'invention. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord non, qu'il y a pas d'invention. Ça, à partir des règles définies, il y a de la création de nouveau.
Alors, il faudrait définir, c'est encore plus compliqué ce que c'est invention. Moi, je dirais plutôt qu'il y a de la génération. Mais est-ce que invention, c'est pas tout à fait la même chose? Pour moi, il y a de la génération à partir de données apprises et d'algorithmes sophistiqués, certes, qui sont plus de Alors, c'est type même recette de cuisine. quoi? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est pour nous l'invention? Nous aussi, on génère des choses avec des données apprises. Ben, tout à fait. Ça, c'est des sujets Donc, en qui sont fait, on n'invente compliqués. rien. On n'invente rien, du coup. Eh ben, c'est probable qu'on n'invente pas grand-chose, oui, tout à fait. Tu penses que les humains inventent beaucoup? Bah, non, je pense qu'on invente de la même manière qu'il y a invente. Ça veut dire qu'on connaît beaucoup de choses et à partir de ça, on va créer du nouveau, qui est quelque chose qui est la corrélation de ce qu'on a appris et qui nous fait qui nous suggère une idée. Ben, tout à fait. D'ailleurs, le but de l'IA est de mimiquer le fonctionnement de l'intelligence humaine. Et donc, ça, c'est cohérent, ce que tu dis. Ouais, mais ça le mimique d'ailleurs pas mal dans les LLM parce qu'en fait, les gens ont l'impression de parler alors qu'en fait, c'est quand on regarde comment ça fonctionne, ça lit seulement des tokens et ça lit pas vraiment les phrases. Ça fait juste des adjonctions de lettres ensemble et par contre, ça fait semblant de comprendre ce qu'on dit alors que pour moi, l'IA, la vraie différence avec l'humain Mhm. aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité. Oui, bah, en fait, c'est une génération effectivement probabiliste de Non, tokens, mais comme surtout tu qu'il n'y a dis. pas d'intentionnalité. C'est-à-dire que l'IA, quand on avait comparé, il faut m'arrêter si je parle trop loin, mais on avait comparé Non, non, je t'en prie, c'est très intéressant. des intelligences artificielles qui comparaient des médecins sur l'empathie, qui répondaient à Oui, des patients, etc. ah, Et j'ai vu l'IA ça, a oui. un résultat empathique bien meilleur. Bien sûr. Sauf moi, ce que j'aime bien dire à ça, c'est qu'en fait, la différence, c'est que le médecin, si demain tu meurs, il sera vraiment peiné. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas Ah oui, l'IA, c'est-à-dire elle va dire oui, voilà, je comprends, je suis triste pour vous, ah là là, voilà. Mais en fait, il n'y a pas l'intentionnalité vraiment d'aider, il n'y a pas cette vraie main tendue. C'est-à-dire qu'en fait, bien oui, il y a sûr. ce semblant de, Mais mais ça reste une machine. il manque encore, non, mais il y a surtout, c'est plus qu'une machine, il n'y a pas il n'y a pas vraiment ce vœu, en fait, de faire quelque chose. En fait, il n'y a pas ce vœu de faire quelque chose. Il n'y a pas ce vœu d'aider, ce vœu de, voilà, encore une fois, il y aura aucun affect, il y aura l'affect minimé, il n'y aura pas d'affect réel Il y aura pour, jamais d'affect, je suis d'accord avec toi, mais ça ne si, restera toujours qu'une on pourra la machine. programmer pour qu'elle pleure. Non, mais c'est un Mais mime, c'est la simulation, mais il y a pas de vrai affect. aujourd'hui, on verra demain. Mais bon, Ah, oula, c'est un ça autre serait sujet, à d'être une mon avis, intelligence hein. artificielle générale dans ces cas-là, mais bon, je pense qu'on est encore loin. Non, et puis un ressenti, une émotion ressentie dans un corps humain, pour l'instant, là, c'est complètement hors propos de ce qui est Ah oui, c'est créé complètement, ça, c'est actuellement. du fantasme, c'est du fantasme. Je Oui, pense que, non, mais c'est ce qui est souhaité par ceux qui font l'IA. Ils veulent faire une intelligence générale qui a vraiment cette capacité, qui soit vraiment une intelligence artificielle, comme s'imaginer les gens, comme dans les films, on ne sait plus comment ça s'appelait, ce film avec Her. Her, voilà, des Oui, choses comme c'était ça. bien ça, c'était bien ce film-là. Voilà. Mais sauf que ça, même ceux qui sont experts sur le domaine disent qu'en fait, il faudrait peut-être une autre ère froide de l'IA. Les gens ont oublié qu'on avait l'IA en 1980, qu'il y a une ère froide, que ça ressortit maintenant, et qu'il faudrait tout reprendre de la base, de comment on Ah oui, on n'y programme est de pas en tout base. cas. Voilà. Oui, ça c'est clair. Ok, très intéressant. Et est-ce qu'on peut aborder peut-être les aspects éthiques du coup qui sont un peu liés à ce qu'on vient d'évoquer, mais je sais pas. J'ai vu que tu évoquais dans tes interventions aussi, voilà, comment dire, un dilemme entre où doit se situer la position du praticien par rapport à son patient. Et tu prenais des exemples où tu pouvais intervenir de façon plus humaine avec ton patient ou moins humaine et qu'il fallait garder la bonne distance et que c'était pas facile dans certains cas. Tu citais de mémoire une dame, je crois, qui avait pleuré en face de ton bureau dans l'interview que j'ai vue. L'exemple également d'une personne qui voulait te prendre dans ses bras Ça, c'est et sûr. Tu parles de ce que j'écris sur LinkedIn, ça. Ça, c'est euh, oui, des. tout à fait. Et la nécessaire distance par rapport à ton patient, mais avec une question ouais, Ça, c'est. difficile à Ça, gérer, c'est quoi. en dehors de l'IA. Pour moi, ça, je Tout à m'intéresse à fait. Je l'éthique. change de sujet, excuse-moi. Voilà, non, il n'y a pas de fille. En fait, l'éthique, pour moi, c'était. Je pense que c'est quelque chose dont on manque, en fait, en médecine. Je ne sais pas que les médecins manquent d'éthique, c'est pas ça que je dis. C'est que je pense que, initialement, la médecine, c'est une science assez littéraire, assez, où on apprenait les humanités, finalement. Avant, Mhm, c'est plus littéraire que scientifique. C'est du mhm, scientifique depuis le XXe siècle. On a vraiment des evidence-based, on base beaucoup sur les preuves et on en a fait des vraies avancées, hein. Mais mhm. avant, le médecin, c'était le médecin médicament, presque, hein. Et donc, ils avaient un gros package littéraire, sociologique, anthropologique, voilà, culturel. Aujourd'hui, on est tellement sur la connaissance, qu'il y a beaucoup de connaissances engrangées, qu'on oublie tout ce qui va autour. Et on oublie et moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on oublie de raisonner sur ce qu'on fait, finalement. Ce qu'on fait, c'est pas neutre, ce qu'on fait tous les jours dans notre pratique. On est à côté des gens qui souffrent, des gens qui sont en demande d'aide, des gens qui sont soit dans le refus, soit dans l'acceptation, qui sont en conflit avec leur famille, qui sont en difficulté avec leur travail, et qui sont parfois un miroir de notre propre vie, quand les gens qui ont des jeunes enfants ou autres. Voilà, moi je me sens de plus en plus concerné. Et ce master d'éthique, du coup, m'a fait prendre lien avec toutes ces capacités. Je dis pas que je suis expert, hein, mais toutes ces capacités où j'ai finalement pu
prendre du recul sur ce que je fais et l'interroger par rapport à d'autres domaines qui ne sont pas le mien. Et l'éthique, tu l'as très bien dit, c'est la confrontation entre plusieurs principes. Finalement, moi je dis souvent qu'en fait l'éthique, faut pas avoir fait l'éthique, faut l'éthique. L'éthique, tout le monde en fait, c'est à partir du moment où on est face à une situation et qu'on voit quelque chose qui nous chiffonne. Voilà. Mais ça peut être n'importe qui dans son quotidien. Il y a quelque chose qui nous chiffonne. On n'est pas bien par rapport à une situation. On ne sait pas pourquoi. Et c'est souvent la confrontation entre deux principes, souvent de l'éthique. Par exemple, j'ai un patient en face de moi, il veut pas faire son traitement. Donc d'un côté, il me dit voilà, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Donc oui, c'est l'autonomie du patient, il va faire ce que veut. Mais de côté, moi, mon principe de bienfaisance, il est mis à mal. Ça m'est arrivé hier avec une patiente. Je n'étais pas bien du tout parce que moi, j'avais envie qu'elle fasse un traitement qui était important pour elle. Elle refusait et j'arrivais pas à la convaincre. Et elle me disait c'est mon corps, je fais ce que je veux. Et elle avait raison. C'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Je vais pas la mettre de force en traitement. Et, euh, et voilà, donc c'est souvent ça des principes qui s'affrontent. Et le principe, c'est pas de dire ce qui est bien, ce qui est mal. Ça, c'est pas le rôle de l'éthique de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça il faut faire, ça il faut faire. Le principe, c'est d'aider à s'interroger. C'est finalement comme si on se baladait dans un chemin et qu'on décrivait ce qu'on voyait. Et donc, ça permet finalement de donner les clés pour pouvoir prendre de la hauteur sur ce qu'on fait au quotidien et pouvoir nous-mêmes en tirer les solutions ou les questions. D'accord. Et donc, je suppose que c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure de ton parcours. J'imagine que quand tu sors de la fac, t'es moins aguerri pour avoir ce type de distance ou de réflexion et de choix. C'est les différentes expériences dans ton parcours qui te permettent d'agir avec une plus grande éthique, disons. Ben, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas parce qu'on fait l'éthique qu'on est forcément un modèle au contraire. Moi, je pense que j'ai toujours à m'améliorer. Je pense que j'ai des biais dont j'ignore l'existence ou voilà, et en effet, on agit comme on a a posteriori on aurait bien mieux agir. Encore une fois, c'est pas parce qu'on s'inscrit à un cours de judo, c'est parce qu'on est ceinture noire, c'est parce qu'on peut apprendre. Bien Et sûr. voilà, et moi je considère que j'ai cette démarche-là pour essayer de m'améliorer, pour devenir meilleur sur ma pratique et plus juste. C'est la justice, c'est aussi ça fait partie des principes, mais j'essaie de devenir plus juste. Et en fait, ça s'apprend pas au point de vue à la fac, on n'a pas de cours d'éthique forcément. C'est un Mm. vœu aujourd'hui. De faire l'éthique, c'est un souhait. C'est pas obligatoire. D'accord. On a la J'ai vu. déontologie, les médecins qui est obligatoire, mais on n'a pas forcément l'éthique, c'est autre chose. D'accord. Et est-ce qu'on vous enseigne la responsabilité? Parce que j'ai vu que tu avais fait un article aussi sur la responsabilité. La Pas responsabilité, vraiment non non. plus. En fait, globalement, on enseigne très peu tout ce qui est en dehors de la connaissance médicale. D'ailleurs, moi, je me D'accord. suis installé là en pratique libérale. Et c'est vrai qu'on découvre plein de choses qu'on n'a jamais appris. Comment on co-gère une société avec des collègues. Comment, voilà, c'est en effet pour être salarié à l'hôpital public. C'est vrai que dès qu'on sort, c'est on a assez. Tout d'un coup, on découvre un monde. C'est vrai que Et c'est l'entrepreneuriat est très peu enseigné en intéressant. France. Ah Oui, bien sûr ouais, que c'est mais moi, intéressant. c'est passionnant. Mais c'est vrai qu'on se retrouve un peu seul. Oui, tout à fait. En espérant qu'il y ait d'autres collègues plus seniors qui aient déjà de l'expérience et dont on Bah, j'ai puisse rejoint un bénéficier. groupe super sympa, donc oui, D'accord, super. c'est bien. D'accord, super. Ok, et est-ce que on se dirige tout doucement quand même vers la fin de notre entretien, mais j'aurais aimé aussi que peut-être que tu nous fasses part de conseils que tu peux avoir sur bah, des jeunes qui veulent devenir voilà médecins dans ta spécialité ou dans une autre, mais euh, comment ils peuvent commencer, quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer, comment tu peux les soutenir? Alors, déjà, médecin, faut le faire pour soi et pas pour quelqu'un qui voudrait qu'on le devienne. Mhm. C'est important parce que moi, j'ai déjà croisé des gens quand j'étais en médecine qui étaient un peu poussés par leurs parents et qui avaient pas, qui auraient bien, si c'était écouté, fait autre chose, il pas bien qui sont redirigés ailleurs. Je pense D'accord. que être médecin, voilà, il faut quand même avoir envie parce que c'est long. C'est long. Moi, j'ai jamais ressenti cette longueur-là parce que j'ai pris plaisir, je pense, pendant mes études et j'aime vraiment ce que je fais au quotidien. Et on a une vraie relation avec les gens et on voit le sens de ce qu'on fait. Mais voilà, il faut avoir cette patience de se dire, OK, je le fais parce que c'est un métier que j'ai envie de faire et que peu importe si demain, finalement, ce qu'on sait jamais, il faut jamais faire aussi un métier parce qu'on sait qu'il va gagner de l'argent, un métier qui va pas gagner de l'argent, parce qu'on sait jamais demain de quoi est fait. On peut essayer de vraiment faire quelque chose parce qu'on aime ce qu'on fait et qu'on a envie de commencer notre semaine parce que voilà, parfois je dis pas que tous les semaines sont faciles, mais il faut avoir cet entrain-là. Après, D'accord. il faut pas oublier que être médecin, c'est la destination
la principale destination qu'on voit lorsqu'on fait du soin, quand on prend soin des gens. On dit je vais être Mhm. médecin parce que c'est lui qui est mis en haut du tableau. Et je trouve qu'il y a tellement de métiers du soin qui sont mis de côté et qui permettent Mhm. franchement de prendre soin, mais de belle manière, que ce soit les métiers de la santé mentale, les métiers paramédicaux. Voilà, il faut pas se dire, moi je suis pas médecin, je pourrais pas prendre soin. Au contraire, je pense qu'il y a des métiers qui font énormément qui ont énormément de service aux personnes. Mhm. Et j'ai l'exemple aussi d'une amie à moi que j'admire beaucoup, qui était radiologue et qui a arrêté de faire ça pour monter son entreprise de mode éthique et responsable. Mhm. Et elle qui m'a dit que finalement, à travers ça, hein, elle continue à prendre soin des gens. En fait, elle continue à, elle avait pas, j'ai demandé, est-ce que ça te manque pas quand même de prendre soin des patients, elle m'a dit pas du tout. En fait, je prends soin des patients par ce biais-là. Donc D'accord. déjà, si vous voulez faire médecine, si vous voulez être soignant, accrochez-vous. C'est un beau parcours, mais qui est long. Et Mhm. parfois, voilà, on a l'impression que quand même le, c'est assez, la tribu est chère à payer quand même des études qui sont payées par l'État parce qu'on a tendance à le compenser pas mal pendant toute la formation. Mhm. Voilà, et donc ça, faut être patient et voilà, qu'on a la chance de faire un métier où le soin est accessible à tous. Et ça, c'est une chance. On se rend compte quand on pratique ailleurs. Quand j'ai pratiqué en Suisse, je me suis rendu compte d'autres réalités Mhm. et parfois on l'oublie. Euh, ça. C'est vrai qu'on a la chance en France Et qu'on mutualise finalement le coût des soins, tout à fait. Et donc les soins qui coûtent très cher en France, dont le cancer, je suppose, sont remboursés intégralement par la sécurité sociale. pour combien de temps, je ne sais pas, parce que c'est quand même voilà, c'est un vrai débat, hein, parce que les coûts de santé augmentent, notamment en cancérologie, hein. Les traitements sont de plus en plus coûteux, et en fait, quand on voit le traitement personnalisé, plus on est personnalisé un traitement, plus on fait de quantité, et plus il va être cher aussi. Mhm. C'est-à-dire que Bien sûr. demain, peut-être qu'on aura des séquençages de chaque tumeur pour chaque patient, et qu'il y aura un traitement personnalisé pour chaque patient, je ne sais pas. Et Mhm. du coup, peut-être que le traitement Le sera coût va limité. exploser. Ouais, ouais, sans doute. Voilà. Très bien, merci. Et j'aimerais quand même Je sais explorer pas avant si de j'ai terminer. répondu à ta Si, question si, si, pour les si, jeunes très bien. médecins, Si, si, mais très bien, voilà, en bah, tout cas, t'expliques un peu le parcours. je veux pas décourager, mais voilà, il faut tenir bon, il faut avoir envie et aimer le métier, quoi. C'est ça qui est important. D'accord, très bien. Et je voulais explorer un peu avant de finir quand même. Effectivement, tu as une autre vie à côté, entre guillemets. Je le disais en introduction, tu écris et tu aimes Ouais. ça. Ça se voit sur les réseaux sociaux parce que moi, je t'ai découvert via LinkedIn et tu écrivais effectivement des petits posts qui sont très bien écrits. Et donc, c'est aussi une des raisons qui m'a fait te contacter. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter ça depuis quand tu fais ça? Est-ce que c'est une passion depuis toujours? Et puis, quel est Hmm. évidemment le sujet de ton prochain livre? Bah, alors, moi, initialement, j'écrivais pour les filles, hein, j'écrivais des poésies, des choses comme ça, parce que je trouve que ça marchait bien. Mhm. C'est une petite touche supplémentaire. C'est une bonne motivation. Ouais, et après, justement, c'est une fille qui m'a fait vraiment faire ma grande rencontre avec la littérature, parce que ça a fait des temps d'hippocane quand j'en faisais ma médecine, et elle m'a fait lire pas mal de choses. Et là, j'ai commencé à aimer la littérature, parce que souvent, c'est un peu vu comme une corvée de lire un livre, etc. On dirait, ah, j'ai pas envie, voilà, c'est pour le travail, c'est pour l'école. Et là, en fait, on m'a fait découvrir des auteurs un peu accessibles au début, Boris Vian, Stéphane Zweig, voilà, des auteurs comme ça, et j'ai pris plaisir. Et là, j'ai commencé un peu à être dans une petite bulimie de lecture. Et là, j'ai commencé, quand j'étais en cancérologie, à écrire mon premier roman qui parlait d'une patiente, d'une patiente qui allait mourir d'un cancer du poumon, voilà. Mhm. Et qui va se réincarner dans le corps d'un petit garçon. Et dans son corps, elle va avoir accès à toutes ses sensations, etc. Mais elle n'aura pas de moyen de communiquer avec le petit garçon. Et donc, elle va vivre une sorte de réincarnation. Ça, c'est sous pseudonyme parce que vu que ça parle de la mort et de réincarner, je veux pas que les patients croient, enfin, il y a l'esprit que j'ai des croyances comme celle-ci. Ok, je Et comprends. mon dernier, et du coup, j'écris régulièrement. Moi, je prends beaucoup plaisir à écrire. C'est vraiment D'accord. quelque chose que je trouve pour exprimer des idées qui sont géniales. Je fais des posts LinkedIn pour essayer d'exprimer des idées et que ce soit accessible. Mhm. Et j'aime bien prendre le temps. Parce que j'ai une superbe réception des personnes qui prennent le temps de lire. Et ça, c'est rare D'accord. aujourd'hui, des personnes qui prennent le temps de lire. Mais quand je vais élaborer discuter d'idées plus complexes, je suis obligé de les mettre dans un univers où je pourrais faire évoluer des personnages dans cette situation et voir ce qui se passe. Et le sujet de mon dernier livre, qui s'appelle Nomade, et lui qui sortira sous mon vrai nom en mars, lui, ça se passe sur une île, donc qui s'appelle Nomade, où tous les habitants de l'île, ils ont en fait un départ qui est programmé de l'île à l'équivalent de 50 ans pour nous. Parce que tous les ans, il y a un gong qui sonne, et à 50 gongs, ils doivent prendre un bateau et partir. Ok. Et sur cette île, il y a une autre règle, c'est que le travail n'est pas obligatoire, ils ont tout ce qu'il faut pour exister. Ça veut dire qu'ils ont un, une habitation, ils ont des vêtements, ils ont de la nourriture, et s'ils veulent travailler, ils peuvent le faire, mais c'est pas obligatoire. Ça, si toi demain tu veux
récolter des fleurs dans ton jardin pour faire des bouquets et les vendre aux autres, tu peux, puisqu'il y a une sorte de revenu universel qui existe. Donc, un petit peu un système un peu communiste avec un système capitaliste en parallèle. On peut vivre toute sa vie de manière oisive et juste attendre son départ. Et on va suivre Ok. la famille du cube 203 qui, eux, vont choisir de vivre oisivement. Et ce qui va se passer, c'est que le père de la famille, Stanislas, lui, ne va pas pouvoir partir. Voilà, je dis pas D'accord. pourquoi, je dis pas Ok. comment, mais... C'est bien, t'as fait le bon teasing. Ça donne envie de le lire. Et, et pourquoi ce sujet-là? Qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire? Déjà parce que encore par rapport au travail, je trouve que le travail, c'est vrai qu'on se demande toujours est-ce que c'est utile, pas utile, etc. Je vais un peu réfléchir à si ce n'était pas obligatoire, qu'est-ce qui se passerait? Ok. Voilà. Est-ce que les gens Intéressant. attendraient juste que le temps passe? Voilà, ce qui est le choix de Stanislas et de sa famille. Et autre chose, c'est que j'aime bien l'idée qu'il y a un départ qui soit programmé. C'est-à-dire quand Mhm. il y a un moment où on doit partir. Mhm. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose où nous, sur Terre, on a du mal à se le mettre. On le sait un peu, voilà, on le sait tous. Oui, un jour, il y aura la mort, etc. Oui, métaphore de la mort. Mais si, on doit partir un jour, hein, ça c'est sûr. Hein. Bah oui, mais pourtant, on a tous tendance à se le dire, oui, mais en fait, ça reste assez vague. Pourtant, ce qui donne du sel à nos jours, ce qui donne l'intensité, c'est ça qu'on fait des Bah, c'est ce qui donne projets, c'est toute pour ça qu'on... l'intensité à la vie même, Ouais, il me l'intensité semble. de la vie. Et voilà. Et sauf qu'en fait, il y a toujours, dans le cancer, on le voit, c'est que c'est vrai que quand quelqu'un, même à 90 ans, a une maladie qui peut potentiellement être mortelle, il y a toujours une surprise de dire, ah mince, peut-être que ça peut se finir. Mhm. Et alors, moi, je vais partir un peu du constat inverse. Ça veut dire, voilà, si on savait tous que à telle date, on part, on ne sait pas où, parce qu'en fait, c'est ce qui se Mhm. passe avec la mort, hein, c'est qu'il y a Mhm. une vraie inconnue. D'ailleurs, c'est ça qu'il y a toutes les religions, etc. C'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe après. Mhm. Voilà, on se passerait après. Il y a beaucoup, c'est terre à terre, on va dire, bon, on est sous la terre, on se fait manger par les vers et tout. Et d'autres vont Mhm. dire, bah, la vie ici, elle compte pas. Ce qui compte, c'est la vie d'après. Voilà, Mhm. tout ce que je fais ici, c'est pour la vie d'après. Et donc, voilà, réfléchir un peu à ce sujet-là. D'accord, bah, très intéressant. Et si nos auditeurs veulent te suivre, du coup, où est-ce qu'ils peuvent acheter ton livre? Est-ce que tu sais déjà où il sera communiqué, vendu, etc.? Bah, il y aura des préventes en février. Il s'appelle Nomade, Naumod. Ok, Donc, ça, mon prénom, Lucien Lamy. ok, Et la maison d'édition, c'est Forgotten Dreams. ok. Bah, je mettrai un lien de toute Voilà. façon sous le podcast. Ouais, bah, c'est adorable, merci. Et elle sera Bah, je du t'en coup prie. mise sur partout, les libraires, etc., en ligne, à partir de mars. D'accord, super. Eh ben écoute, merci beaucoup Lucien. Je pense que tu nous Bah, as merci, apporté c'est un passé vite, éclairage qui était hein. très Merci original. beaucoup. Oui, ça passe très vite effectivement, mais c'était très agréable et très instructif. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses, donc je te remercie et je pense que nos auditeurs seront très contents de Bah, t'écouter. merci de m'avoir fait confiance. Ben, je t'en C'est prie, avec grand adorable de ta part. plaisir. Au revoir, à bientôt. À bientôt, au revoir. Si cet épisode t'a plu, merci de liker, de commenter, de partager et de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Ciao, merci.